Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Spoiler. Deuxième, premier, on ne sait pas finalement. Moi, c'est le deuxième pour moi. C'est le deuxième ? C'est le deuxième. Ah, je sais pas, ça pourrait être aussi l'épisode 1. Ça dépend si on compte le pilote. Moi, je vote pour épisode 1. Voilà. C'est le deuxième pilote. Épisode 1 de quoi ? De Spoilers. Non pas Spoilers le festival, non pas Spoilers la charcuterie, je ne sais pas. Non, Spoilers, non. L'émission, le podcast. Le premier vous a beaucoup plu. On a eu on a eu des retours en tout cas. On a eu des retours. Des torrents de lettres de Et on fans. s'est dit, on va pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai rassemblé mon équipe, je suis allé les chercher, j'ai toqué. Alors, venez mes amis. Dans un premier temps, Briac. Bonsoir Briac. Bonsoir. Bonsoir. Je dis bonjour au début, mais voilà. On s'en fiche. Bonsoir Briac, ça va bien ? Ça va bien. De quoi est-ce que tu vas nous parler, Briac, ce soir ? Bien, aujourd'hui, je vais vous parler du showrunner David Milch. Et puis, un peu plus tard, je vous parlerai d'une de ses séries. Une sorte de rétro-spoiler ? C'est un rétro-spoiler, on peut l'appeler comme ça. On tease dès le début de l'émission. Direct. On n'arrête pas. Et il y a également Guillaume, mon bon Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume ? Bonsoir, bien, ça va, CHP, comment ça va ? Ah bah là, impeccable. Moi, écoutez-moi bien, quand je suis à côté de vous, derrière un micro, la vie est belle, c'est tout vrai, simplement. c'est vrai. Toi, Guillaume, tu vas nous parler des cliffhangers. Oui, on va continuer un peu notre exploration du vocabulaire de la série, j'ai envie de dire, puisque la dernière fois on parlait des spoilers, et cette fois-ci on va parler de quelque chose qui est finalement intimement lié aux spoilers, qui est le cliffhanger. Et puis on terminera l'épisode comme la dernière fois par un bon gros spoiler. Alors on reste encore gentil, on va s'attaquer à une série qui maintenant a un petit peu de bouteille. On ne dit pas, on ne dit rien, mais on commence à dire des choses qui sont un petit peu intéressantes. Ce sera un vrai spoil pour le coup, vous le savez, on fera une alerte Tout peut-être juste avant. Comment on traduit directement littéralement le nom de cette série ? Je ne sais pas du tout. Ça aurait pu... Alors, je ne sais pas du tout ce que veut dire ce mot. Alors, si justement, ça aurait pu faire un bon teasing. En français, on pourrait appeler ça. Je l'ai noté et je ne vais pas pouvoir te le redire. Très bien. Mais c'est l'inverse de l'aspect classique de la science. Donc, c'est des sciences non conventionnelles. C'est trop. Il me semble. C'est déjà un très bon teasing. On va revenir à quelque chose de plus concret avec toi, Briac. Du coup, tu vas nous présenter un nouveau showrunner. Tu peux me rappeler le nom dans le premier épisode du showrunner que tu nous as présenté ? J'ai un trou. Ouais, on avait parlé de Damon Lindelof. De Damon Lindelof qu'on embrasse. Watchmen, d'ailleurs, on pourra peut-être revenir dessus si on a un petit peu de temps, parce que tu as vu la série depuis. Dans cet épisode, ce sera David Milch, du coup. Tout à fait. Qui est... Alors écoute, la question est simple. Qui est David Milch ? Bien, ça tombe bien que tu me poses cette question. Justement, je voulais vous en parler. Incroyable. Alors, la particularité de David Milch par rapport à cette émission, c'est qu'en fait, il a fait qu'une seule série qu'on considérait comme fantastique. Et ça tombe bien parce que c'est celle dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais c'est quand même considéré comme un des plus grands showrunners de l'histoire des séries télévisées. C'est quelqu'un qui a une carrière qui s'étend sur quand même à peu près 40 ans. Et qui est intéressant d'abord parce que, vous savez, dans les séries télévisées, on se pose beaucoup de questions par rapport à la notion d'auteur. Qui est l'auteur d'une série, surtout quand elle est écrite par plusieurs personnes, qui est à la place des réalisateurs, etc. Or, David Milch, c'est un scénariste lequel on sait qu'il réécrit tous les épisodes qu'il a, voire même qu'il les écrit tout seul et met le nom de quelqu'un d'autre ensuite dessus pour aider ses scénaristes à développer leur carrière. Donc on sait que quand on regarde une de ses séries, en tout cas celle qu'il a fait sur HBO, c'est lui qui a tout fait. Donc ça enlève aussi certains problèmes au niveau de la question de l'auteur. C'est quelqu'un qui au départ s'était dirigé vers le professorat à l'université. Il était enseignant à Yale. Il a fait ça pendant quelques années, puis il était considéré comme aussi très 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 doué par ses professeurs. Il avait écrit des poèmes, des nouvelles, et on a beaucoup qui pensaient que ça allait devenir un très grand écrivain. Mais il lui arrivait pas mal de choses, et notamment une espèce d'obscure histoire. Alors il raconte ça, où il a tiré sur une voiture de police, sur le gyrophare d'une voiture de police, et il a été renvoyé de Yale. Et en fait, il faut savoir que David Milch, c'est quelqu'un qui a un gros problème d'addiction, qui a été alcoolique, problème d'héroïne, et surtout problème de jeu depuis son enfance, parce que son père avait parié beaucoup sur les chevaux, et ça reviendra plus tard, je vous en reparlerai. Et c'est un thème qu'il développe beaucoup dans ses séries. C'est quelque chose forcément qui lui tient à cœur. Est-ce que c'est pas un peu le propre de tous les génies d'avoir comme ça de grosses failles C'est ça. Lui, il m'a l'air d'avoir un petit cocktail sympa. C'est pas mal. Ouais. C'est du sérieux. Et en fait, David Milch, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il s'est retrouvé, alors je ne sais plus exactement comment, je crois que c'est un ami qui l'a fait venir, à écrire pour la série Hill Street Blues. Donc Hill Street Blues, Capitaine Furio en français, série apparue en 79, créée par Steven Bochco. Et qui a la particularité d'être la série qui a, on pourrait dire, légitimé la forme feuilletonnante à la télévision américaine, parce que vous savez, le soap opéra, c'était la forme feuilletonnante par excellence pendant des années. Ensuite, il y a eu Dallas, qui est arrivé en prime time, c'était la première vraie série, enfin, il y en a eu d'autres avant, mais à avoir du succès avec cette forme-là en prime time.
Et on va reparler de Dallas, un petit teasing supplémentaire, on va en reparler. C'est vrai. Rapidement. Et Street Blues, sa première série vraiment saluée par les critiques, a apporté le feuilletonnant. Donc ça a eu une importance capitale dans l'histoire des séries. Or, David Milch arrive en début de 3e saison. Il écrit un épisode qui s'appelle Trial by Fury. Et la particularité de cet épisode, c'est d'avoir eu un Emmy, un Writer Guild Awards et un prix Humanitas, je crois. Donc le mec, les premières 40 pages de script qu'il écrit de sa vie, 3 prix. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de prix. Alors après, il est resté sur Street Blues jusqu'à la fin de la série. Il a été showrunner. Et ensuite, il a co-créé avec le producteur de Street Blues, donc Steven Bochco, il a co-créé NYPD Blue. Okay. Voilà, donc une très bonne série pas aussi. Pas très connue en France. C'est plus une série de 2e voire 3e partie de soirée en France. Ouais, il y a eu un moment quand elle est arrivée dans les années 90, mais ça a été vite fait remplacer par Urgence. David Caruso. Ouais, pendant la première saison. Et mais qui est vraiment une bonne série. Alors lui, il est parti au bout de 7 saisons parce que de nouveau, ses problèmes d'alcool, d'addiction ont fait qu'il rendait toujours les scripts très en retard et créait vraiment des problèmes avec la production. Il a eu un petit passage à vide avec, je crois, une série qui s'appelait Big Apple qui n'a duré qu'une seule saison avant d'être annulée, que j'ai pas vue parce que je crois qu'il n'existe pas de DVD, donc ça je ne pourrais pas vous en parler. Par contre, au début des années 2000, une chaîne fait appel à lui et cette chaîne c'est HBO. Et comme beaucoup de créateurs, il va vraiment sentir se pousser des ailes avec l'aide d'HBO et surtout sortir un petit peu du genre policier qu'il avait beaucoup travaillé pour aller vers des choses un peu différentes. Et il va proposer une sorte de triptyque, je vous expliquerai pourquoi j'appelle ça un triptyque, constitué de la série Deadwood, donc un western, donc il raconte l'histoire la création d'une ville sur une terre appartenant aux Indiens, donc une terre dans laquelle il n'y a pas les lois des États-Unis qui s'appliquent. John from Cincinnati, à propos de laquelle je vous parlerai tout à l'heure. Et enfin la série Luck sur les paris sportifs, alors qui donne pas forcément, hippiques sur les courses hippiques de chevaux, qui donnent pas forcément envie comme ça. Mais il faut savoir que justement c'est le don de David Milch, c'est de rendre passionnant des choses qui a priori pourraient un peu vous ennuyer. Moi j'en ai vraiment rien à foutre des courses de chevaux. Et pourtant la première saison de Luck est phénoménale. Et je dis première saison parce que justement il est victime d'une malédiction qui fait que ces 3 séries-là ont toutes été annulées. Donc il n'a jamais pu écrire la fin de ces séries. On l'a jamais vu conclure ces intrigues-là. Plus récemment, il a coécrit un épisode de True Detective sur la 3e saison, l'épisode 4 je crois, parce qu'en fait il s'était lié d'amitié avec le showrunner Nick Pizzolatto. Durant la 2e saison, il lui avait donné des conseils, mais je pense que son influence elle est même allée au-delà, en tout cas dans toute la saison, parce que dès le premier épisode, il y a un personnage qui cite un poème, qui est un poème que Milch cite très souvent, parce que c'est le poème de son mentor, en fait, qui était un professeur qu'il avait à la fac, qui s'appelle Robert Penn Warren. Donc, je pense qu'il a eu une grosse influence sur cette saison. Et alors, Milch, il a 2 grosses particularités. La première, c'est son don d'écriture des dialogues. Il écrit vraiment très 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 bien, et il a un style très particulier qu'on dit le Milch speak, souvent, pour le comparer, c'est apparu à partir de NYPD Blue, c'est-à-dire que vraiment tu peux reconnaître un dialogue de David Milch juste en l'écoutant. Et alors ça aussi c'est un plaisir un peu d'anglophile parce que c'est un jeu sur la structure, sur les jurons, qui fait que parfois ces séries elles peuvent sembler un peu bavardes quand on parle pas forcément beaucoup anglais et qu'on se contente des traductions françaises, on perd quelque chose, c'est ça qui est dommage malheureusement, mais il y a un vrai plaisir de langage. Et en plus il faut savoir qu'il faut connaître un peu le processus d'écriture très spécial de Milch, c'est que Milch il a des problèmes de dos, donc en fait il écrit allongé dans une pièce, et il a un mec, son assistant, qui écrit pour lui sur l'ordi, et lui il lui dicte tout parce qu'il veut absolument pas toucher un ordinateur, parce qu'il dit avec ma personnalité et mon côté compulsif je vais péter les plombs si j'utilise de l'informatique, enfin je vais plus pouvoir me détacher de ça et tout. Donc il me faut quelqu'un, et en fait il est entouré, il a genre des étudiants, d'autres scénaristes, des acteurs, et il fait son histoire comme ça, il raconte des trucs, il fait un peu un côté leçon, il a ses restes de professeur, il commence à raconter des choses et tout, et il écrit des dialogues, et il y a des vidéos où on le voit, genre il peut passer 10 minutes sur une phrase, quoi, il dicte un truc, non, change l'article, non, mets ça, non, fais ça. Et donc c'est vraiment le truc ciselé comme ça. Et la deuxième particularité de Milch, c'est, en tout cas sur ses séries sur HBO, c'est une vraie cohérence thématique. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme l'addiction qui reviennent, la question de la loi qui l'obsède, mais il y a aussi une espèce de philosophie qui développe à travers ces histoires et dont il parle beaucoup. Et David Milch, c'est quelqu'un qui pense, lui il a une espèce d'intuition, il pense qu'on est on fait tous partie du même organisme. Donc lui on peut appeler ça Dieu ou pas, mais qu'on est tous une partie de ça, et que l'important dans la vie c'est de reconnaître notre connexion. Et toutes ces séries parlent de ça, que ce soit Deadwood, Luck, etc. C'est de montrer l'interconnexion des individus. Ce qui fait que c'est des œuvres qui parlent toutes de la même chose, mais juste avec des éléments différents. Ça fait quelque chose de très intéressant du coup à regarder quand on a l'occasion de vraiment de les regarder tout à la suite et de bien les étudier.
Et ça fait que c'est des œuvres qui peuvent à la fois être très violentes, mais qui gardent toujours un côté plus positif quand justement on voit ces connexions se faire, un côté plus optimiste. Par exemple, dans Deadwood, on a un personnage qui commence en étant très très mauvais, le personnage joué par Ian McShane, qui va peu à peu évoluer pour justement faire beaucoup de choses pour la communauté qui l'entoure, et ça fait que c'est des séries qui sont aussi très émouvantes. Et alors là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que finalement, il y a quand même une fin à une de ces séries, puisque Deadwood a eu un film cette année. Ouais. Alors on appelle ça un film, c'est un téléfilm HBO, c'est plus en fait comme un gros dernier épisode. Enfin, les téléfilms HBO sont très, voilà, très c'est un qualitatifs. téléfilm dans le sens c'est pas sorti au cinéma. C'est le mot téléfilm en France qui est biaisé, mais c'est très très beau. Et excellente conclusion. Enfin, donc, j'ai beaucoup travaillé sur Deadwood, il y avait des choses magnifiques. Il ressasse tous les thèmes de la série, il refait même des scènes, il y a des scènes qui sont rejouées d'une certaine manière comme un remake du dernier épisode, qui propose une autre conclusion et une vision plus apaisée de ce qu'il avait raconté dans la série. Donc ça c'est beau, il a enfin pu faire sa fin. Est-ce qu'on sait pourquoi à l'époque il n'avait pas pu conclure, ou en tout cas pourquoi la série s'était arrêtée? Les raisons qu'on nous avait données, c'était des raisons de budget. Ouais. C'est à l'époque où HBO a annulé coup sur coup Carnival, Rome, donc des séries assez coûtaient cher, des séries historiques. Maintenant, alors il y a quelques années, ou peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus, on nous avait donné une version alors qu'en fait il était en négociation, ils étaient en train d'en discuter, et que Timothy Olyphant, qui joue dans la série, venait de lui dire du coup je vais m'acheter une maison, comme on va avoir une 4e saison, enfin je peux me permettre. Je vais investir. Ouais. Et Milch, comme il était en négociation, ça partait bien, mais il a eu peur, il a dit non mais fais pas ça, attends, on sait pas, on n'est pas sûr. Et apparemment ça fait comme une traînée de poudre où les gens ont commencé à dire la série est annulée, c'est sorti dans la presse. Et c'est comme si ça s'est fait comme la rumeur, quoi. Voilà, là c'est une nouvelle explication qu'on nous a donnée. Voilà, on ne saura jamais vraiment. Et je vais revenir un petit peu sur le post Deadwood tout à l'heure. Et tout ça pour dire, la mauvaise nouvelle, c'est que David Mitch a révélé cette année qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Ah, merde. Et c'est très dur pour quelqu'un comme lui, qui est quelqu'un qui était capable vraiment de faire des démonstrations à la volée sur des sujets hyper complexes. Et puis on sait même que parfois il arrivait en faisant ses séries. Il était toujours sur le tournage. C'est pas le genre à faire son script et à laisser les gens faire après. Il était toujours là, près des acteurs. Il leur expliquait des trucs. Alors quand ils comprenaient pas, il pouvait te faire tout un truc sur c'est un philosophe et en fait il dit ça. Et ils écoutaient tous. Enfin, il y a pas mal d'extraits de making of, on le voit faire ça. Et là maintenant il peut plus. On sait que sur le film de Deadwood, il était sur sa chaise et il peut plus faire ça comme avant. C'est déjà très avancé, quoi. Il est quand même déjà, ça a été détecté, ça a déjà commencé. Et en plus c'est un thème c'est quelque chose qui le touche, parce que en fait maintenant qu'il a appris, il se demande si son père n'était pas aussi malade en fait, mais qu'à l'époque ça n'a pas été détecté. Et dans ces séries il y a beaucoup justement cette question des maladies un peu dégénératives. Il y a même ça dans Deadwood, quelqu'un qui en est atteint à un moment. Donc c'est quelque chose qui le préoccupait, qui malheureusement lui arrive. Et maintenant la question c'est, est-ce qu'on aura une autre série ou est-ce qu'il pourra encore écrire quelque chose? On ne sait pas, mais en tout cas je vous conseille vraiment de vous pencher sur son œuvre. C'est des séries qui sont vraiment uniques, quoi. Comment est-ce que tu expliques que... Parce qu'il y en a une que tu n'as pas citée, que je viens de voir sur Internet, c'est The Last of the Nymph. Alors ça, c'est un pilote qui n'a pas été pris par HBO. Ah, moi j'ai vu une saison, enfin j'ai vu marquer une saison. Non, il y avait juste un pilote avec... C'est drôle parce que le spin-off, c'est la série devait s'inspirer de la corruption. Enfin bref, un sujet... donc c'est vraiment, même sur le site, ils mettent devait, donc vraiment c'est que ça n'a pas fait long feu. Mais justement, comment t'expliques que... quelle série est-ce qu'il a mené à bien? Parce que Deadwood, c'est 2 saisons, c'est ça? 3 saisons, ce qui n'est pas non plus énorme, c'est bien, hein, c'est pas... il y a des très bonnes séries de 3 saisons, Leftovers dont tu avais parlé la dernière fois, mais comment tu expliques que le grand public ne s'y intéresse pas plus que ça, que les producteurs ne le soutiennent pas, parce qu'il y a des séries qui ont mis du temps à s'installer, et puis finalement ça prend à un moment donné, et ça devient une grande série. J'ai l'impression que... tout ça? Alors pour tout ce qui est genre par exemple pour NYPD Blue, on sait que ça vient de lui, ces problèmes de drogue, etc. qui l'ont fait partir de la série. Ça a duré pour le coup. Hein. Ça a duré. NYPD, ça a été assez long. Deadwood, comme on l'a dit, on a plusieurs théories. En tout cas, on sait que c'était un problème sur un point de vue global, tu vois, sur la. Je crois que c'est quand même assez spécifique sur chaque projet, parce que tu vois, Luck. Alors lui, il a toujours eu des succès au niveau critique, mais Luck... C'est lui qui a voulu arrêter, tu m'avais dit, par rapport aux chevaux, alors, non? C'est plus compliqué que ça. En gros, Luck, très bon succès critique. Public, je sais plus trop les audiences, mais en gros, une 2e saison avait été commandée. Et en fait, un cheval est mort dans le tournage de la 2e saison. Il y en avait déjà 1 ou 2 qui étaient morts sur la première. C'était avec Dustin Hoffman, hein, avec Dustin Hoffman, ouais. Et le truc, en fait, c'est que, c'était produit et réalisé certains épisodes par Michael Mann. Ouais, voilà, ouais. Et Mann... Excuse-moi, je te coupe. On retient quasiment plus Luck comme une série de Michael Mann. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il me semblait me souvenir de ça, ouais. Mais pourtant, là, on voit... Alors, on voit aussi des choses de Michael Mann. Mais justement, ils ont eu des problèmes tous les deux. Parce que comme c'est 2 contre le fric, ils se sont pas mal engueulés apparemment. Ça peut aussi jouer dans le fait que la série se soit arrêtée. Mais toujours est-il qu'eux, ils expliquaient que ces chevaux, c'était mort dans des circonstances vraiment très spécifiques qui n'étaient pas en lien avec le tournage. C'était genre en sortant...
après le tournage, c'était pas parce qu'ils les avaient, parce qu'en fait pas de la maltraitance. C'est ça, parce qu'il y a eu des déclarations de la SPA aux États-Unis qui disaient qu'ils les avaient forcés à faire certaines choses. Apparemment, c'est pas vrai. Bon, après, c'est la défense 2000 chez Mann, c'est pas objectif. Mais en plus, on sait que David Milch, c'est quelqu'un qui adore les chevaux. Donc, lui, s'il parle de ça, c'est parce que c'est un truc qui l'obsède depuis son enfance. Il a vécu ça. Et il possède des chevaux. Donc, c'est quelqu'un qui fait attention, a priori, au bien-être animal. Et c'est une série qui se conclut d'ailleurs sur justement un cheval et un moment très émouvant. Donc, a priori, c'est pas des gens qui auraient voulu volontairement faire du mal à des chevaux, mais toujours est-il que la série a été annulée à cause de ça, pas à cause de problèmes d'audience. Voilà. Donc c'est des circonstances assez différentes à chaque fois. Guillaume, petite question pour Briac ou pas ? Ouais, je me posais la question effectivement de l'influence que du coup il a eu. Est-ce que il a aujourd'hui entre guillemets des héritiers ? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi un peu sa trace, ou est-ce qu'il a vraiment une voix qui lui est propre ? J'ai l'impression qu'en tout cas dans ton portrait, c'est quelqu'un qui a été important et qui est important pour l'industrie. Est-ce qu'il a effectivement ouvert le chemin à quelque chose en particulier ? Alors, c'est compliqué. Je pense que il y a des héritiers dans le sens, il y a des gens qui reconnaissent son influence. Justement, le créateur de True Detective, qui est vraiment qui l'admire beaucoup et qui lui aussi a une tendance à faire des dialogues un peu spéciaux, même si je pense que c'est moins réussi peut-être que un peu moins réussi peut-être que ce que fait David Milch à son niveau. Mais alors moi je ne trouve pas de série qui fonctionne vraiment comme il fait. Je vois pas des séries qui sont vraiment inspirées de son style qui est quand même assez spécifique. En tout cas pour l'instant, je pense qu'il a un peu tracé sa propre voie. Mais de la même manière que, j'en reparlerai un petit peu après, mais que sur les Street Blues, on avait donc le co-créateur de Twin Peaks qui a commencé aussi. Et de la même manière, le style de Mark Frost et de Twin Peaks, s'il y a eu des influences, c'est compliqué de trouver aussi des séries exactement qui fonctionnent exactement pareil. C'est plus facile avec Twin Peaks. Pour finir, une interrogation qui est, je crois que c'est la même question. Enfin, on avait abordé le sujet en tout cas sur Line Love au dernier épisode, l'épisode précédent. Rien au cinéma. David Milch. Je sais parce que j'ai regardé tout bêtement sa filmo sur Wikipédia. Et vraiment, tu vois, il y a deux catégories. Il y a producteur et il y a showrunner. Mais justement, c'est assez intéressant mais par rapport à des gens comme David Chase qui auraient voulu vraiment être réalisateur de cinéma au départ. Beaucoup ont essayé, soit se sont rabattus, soit ça. Mais en tout cas, le cinéma est souvent présent dans la carrière de showrunner. J.J. Abrams, par exemple. Il y en a beaucoup qui, eux, la série, c'était une passerelle pour aller vers le cinéma où il y a toujours un rapport au cinéma. Alors que lui, non, je crois qu'en fait, vraiment, il s'en fout en fait. Peut-être, alors, je connais que peu, mais est-ce que c'est pas ce côté universitaire tout bêtement ? Est-ce qu'il reste pas ? Je crois que c'est ça. Son côté littéraire aussi. Enfin, c'est lui, je pense qu'il voit vraiment ça comme des sortes de romans ou des ensemblages de nouvelles. Et lui, tant qu'il écrit, c'est la même chose, quoi. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il se sent pas un peu limité peut-être par le format film, qui est voilà, tu as 2 heures, 3 si t'es Scorsese. Film, ce serait impossible de faire ce qu'il fait. Le côté improvisé, enfin, vraiment ça, j'ai peut-être pas bien expliqué, mais en gros, sur la première saison de Deadwood, il a improvisé la première saison. En fait, il a écrit les premiers scripts. Et ensuite, il les écrivait au fur et à mesure et ils imprimaient les pages, ils les amenaient au réalisateur et ils étaient donc c'est une ville reproduite et le mec était on le fait comme ça et les acteurs ils devaient apprendre juste avant et ils faisaient ça en permanence. Et donc c'est impossible d'avoir ce genre de contrôle quand tu fais du cinéma, en tout cas quand tu es scénariste. Et les 3 séries dont tu nous as parlé, elles ont été toutes produites par HBO. Oui, c'est ça. Et peut-être qu'il y a aussi eu ce rapport-là de HBO qui du coup lui donne un peu carte blanche entre guiguilets ou qu'il a peut-être pas retrouvé ailleurs. C'est un peu comme alors David Simon, ils lui ont pas annulé de série, mais c'est leur comment dire en français, leur dis-le en anglais, on traduira. Flagship, mais flagship, c'est un peu le drapeau. Voilà, c'est ça, le drapeau du bateau. C'est leur caution critique, on va dire. Voilà, c'est vraiment, regardez, c'est HBO, it's not TV, c'est HBO, quoi. On a David Simon, on a David Milch, quoi. Ça pourrait être un sujet intéressant, ça d'ailleurs. HBO, parce qu'ils ont eu beaucoup de séries, fantastiques, SF. Ça pourrait être intéressant de regarder quelle importance et le côté précurseur sur pas mal de séries. Donc c'est pas mal. C'est bon pour David Milch. C'est bon pour David Milch et puis on lui souhaite parce qu'il écoute probablement l'émission. On lui souhaite un bon rétablissement. On va passer à Guillaume. Oui. Guillaume, alors voilà, est-ce que tu nous parlerais pas par exemple d'un élément d'une série par exemple dans le monde des séries télé par exemple le cliffhanger par exemple au hasard je prends l'exemple. Mais aujourd'hui tu tapes dans le mille à chaque fois. Dans c'est le mille incroyable. Dans le je quitte cette émission. C'était beau. Tout à fait. La dernière fois, le dernier épisode, on a parlé du spoiler et donc de ce moment où on vient gâcher un élément surprenant d'une série à quelqu'un d'autre.
en fait, il n'y a pas vraiment de spoiler s'il n'y a pas de cliffhanger avant. Parce que le cliffhanger, c'est justement cette manière de créer un suspense à un moment donné d'un épisode, souvent à la fin, mais pas que. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on va un petit peu s'intéresser à d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que c'est exactement. Alors, littéralement, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, littéralement, ce que ça veut dire, c'est du coup accroché à une falaise. Cliffhanger, on se souvient peut-être d'un film. Avec Stallone ? Mais bien sûr. Je sais pas en parler. Excellent. Avec cette fameuse affiche où effectivement tout biscotto sorti, il est accroché à la falaise et il est extrêmement beau. Il est toujours extrêmement beau. Oui, c'est vrai. Et donc pourquoi ce terme et pourquoi effectivement accroché à la falaise ? Donc c'est un terme qui, on peut s'en douter, ne date pas vraiment d'hier. On l'attribue à la base à un auteur britannique, Thomas Hardy, qui en fait en 1873 dans son roman A Pair of Blue Eyes place littéralement son héros au bord d'une falaise et donc crée comme ça un suspense sur le sort de ce personnage. Donc il y a certainement des auteurs qui ont effectivement travaillé autour de cette manière de laisser le héros dans une situation un petit peu particulière. En tout cas, on attribue la création et l'utilisation dans la manière de décrire cette scène à cet auteur, Thomas Hardy, en tant que cliffhanger, du coup. Sherlock Holmes aussi, il y en avait un dans les livres. Sherlock Holmes, de toute façon, effectivement, il y a un côté très lié à l'enquête policière dans ce fait de effectivement rechercher Ça me fait penser à ça parce que vraiment, parce que c'est un cliffhanger qui avait fait vraiment date dans la littérature anglaise notamment. Ouais. C'est dans le deuxième film d'ailleurs, s'ils ont repris ça, c'est quand ils sautent avec Moriarty. Et ça avait fait un scandale mais monumental. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais justement ce cliffhanger, parce que ça a un impact réel sur les lecteurs, les spectateurs, les malins. C'est un ressort extrêmement important. Oui, complètement. Et d'une certaine manière, je sais, pour le Sherlock Holmes, je me demande si on peut appeler ça un cliffhanger au départ, parce que je crois que le but c'était justement de ne plus écrire de Sherlock Holmes et qu'ils l'ont obligé à revenir. Donc c'est devenu un cliffhanger, mais ça n'en était pas un, parce qu'au final, il l'avait tué. Est-ce qu'un cliffhanger veut dire forcément qu'on sait ce qui va devenir ? Parce que moi, j'ai un exemple que je vais placer à un moment donné dans l'histoire. En tout cas, dans la création et dans l'acceptation de ce terme, il est vraiment là pour créer un suspense qui va être résolu après. Bon, voilà. Après, effectivement, ça peut être la mort d'un personnage qui va être expliqué ou pas. Ça peut être tout n'importe quoi, un cliffhanger. En tout cas, quand on continue un petit peu l'exploration, on va dire chronologique de la place du cliffhanger, derrière du coup l'apparition de ce terme dans la littérature, on peut le voir apparaître dans ce qu'on appelle les serials. Donc les serials, c'est quoi ? C'est des films en fait qui étaient diffusés au cinéma entre les années 10 et les années 30 et qui étaient en fait feuilletonnants. C'était des films qu'on allait voir comme ça pour effectivement se divertir. Il n'y avait pas de vraies grosses productions. C'était souvent des films assez cheap entre guillemets, mais qui du coup travaillaient leurs histoires à travers ce côté très feuilletonnant. C'était souvent des films policiers d'ailleurs. Du coup, cette mécanique de finir le film dans justement un moment de suspense pour amener les gens tout simplement à revenir, on commence à toucher un petit peu du doigt l'intérêt du cliffhanger, commence à être popularisé à ce moment-là. Encore une fois, la thématique du film policier, de l'enquête policière, se prête assez bien à la création d'un suspense. Est-ce qu'on est face au coupable ou pas ? Est-ce que le héros va s'en sortir, etc. Et donc, ce que je disais, effectivement, là, le but avéré du cliffhanger, il est clair, en fait, il est de donner l'irrépressible envie au spectateur de voir la suite en le laissant dans une situation de suspense absolu. Et du coup, quand on y réfléchit, c'est assez normal qu'il ait envahi la série télé. Puisque de par son aspect sériel, c'est assez naturel que petit à petit on ait voulu créer du coup des moments de suspense pour inviter à regarder un épisode suivant, une saison suivante et créer un engouement, une discussion, un débat et des communautés derrière et ce depuis finalement assez longtemps, notamment les envahisseurs par exemple 68 travaillaient énormément cette manière de gérer les fins d'épisodes, les fins de saison.
Ce qu'on sait peut-être un petit peu moins quand effectivement on est en France et puis qu'on regarde la télé française, c'est que le cliffhanger il répond aussi à une contrainte de diffusion américaine, puisqu'il faut savoir qu'un épisode de série sur les networks est coupé en général par toutes les 12 minutes par une page de publicité. Alors c'est vrai que moi quand j'ai appris ça m'a semblé être assez incroyable. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a de plus en plus de pubs quand même aussi en France, mais la télé française on s'en rend pas compte, mais il y a de plus en plus de pubs qui ont été acceptées. Mais aux États-Unis, c'est quand même un truc de malade. C'est-à-dire que tous les quarts d'heure, on va avoir une tranche de publicité qui vient couper donc la narration d'une série. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour du coup faire en sorte que les gens restent devant leur poste ? Ils ont effectivement commencé à ponctuer les épisodes de cliffhanger, de mini cliffhanger, bien sûr, de choses qui ne sont pas spécialement très importantes pour la narration, mais qui créent quand même un suspense et qui incitent le spectateur à rester. Et d'ailleurs, on le voit en fait pas mal quand on regarde de ces séries après coup à la télé française ou en DVD ou autre, on voit ces moments de coupure, on va dire, dans l'épisode. Ils sont assez marquants, ils sont assez en tout cas visibles. Ce qu'on peut dire aussi du coup par rapport à ça, c'est que un des cliffhangers, et tu en parlais tout à l'heure, les plus connus dans l'univers des cliffhangers, ce n'est pas une série fantastique, mais en tout cas c'est celui qui fait parler le plus de lui. C'est effectivement un cliffhanger de la saison 3 de Dallas. Alors Dallas, gros succès à l'époque, et puis Briac en parlait aussi tout à l'heure. Il y a énormément d'audience, les gens suivent cette série, donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à la fin d'un épisode de la saison 3, le personnage emblématique de JR, le méchant qu'on adore détester, en fait, est victime d'une tentative d'assassinat, s'écroule à terre et le générique du coup apparaît et conclut la saison et donc laisse les spectateurs sur cet état de fait. Et donc là, on est dans un cas d'école, j'ai envie de dire, du cliffhanger qui laisse le spectateur complètement fou de savoir ce qui s'est passé, de qui a pu créer, faire cette tentative d'assassinat. Et effectivement, derrière, la chaîne va capitaliser extrêmement en termes de communication autour de la série sur cet élément-là, en créant énormément de goodies avec la phrase du coup Who Shot JR, et va faire vraiment tout un marketing autour de cet élément-là. Donc il va presque dépasser l'aspect narratif de la chose pour en faire un fer de lance de la communication de la série qui était déjà bien populaire, quoi. C'est exactement ça, parce qu'en plus tu vois comment ils y ont réfléchi. C'est vraiment je sais pas si c'est le personnage principal, mais même aujourd'hui c'est un des plus grands personnages de série plus populaire, de tous les temps. Ils l'ont tué, saison 3, tu vois que c'est vraiment calculé et qu'ils avaient déjà compris. Donc c'est quoi, c'est années 80, c'est ça, Dallas ? 80, ouais, tout à fait. Ils avaient déjà compris que c'était un élément primordial pour faire parler et pour complètement, peut-être pour relancer presque parfois l'intérêt d'une série, quoi. Dallas, t'as fini sur Dallas ou pas ? Parce que je ne résiste pas à l'envie de vous dire d'aller voir la fin de Dallas, qui est absolument incroyable et qui est dans notre thème, parce qu'il y a le diable dedans qui apparaît dans un miroir. C'est incroyable, vraiment. Allez voir ça sur les internets. Je t'avais montré Briac, c'est je crois grâce à moi que tu avais découvert. J'ai revu depuis. C'est incroyable, parce que personne ne connaît la fin de Dallas. Et alors là, les gars, ça vaut le coup de vous faire ça. Allez voir la fin de Dallas. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah mais je t'en prie, ça valait le coup de effectivement. Voilà. Mais parce que pour le coup, c'est pas que les séries SF qui ont des cliffhangers. Non, en fait, on se rend compte que effectivement très rapidement, énormément de séries, de par justement un peu cette contrainte de diffusion, mais aussi par tout simplement la mécanique narrative, fait que on retrouve des cliffhangers un peu partout. Même si on pourrait penser que c'est un peu la chasse gardée des séries SF fantastiques, parce que de par l'imaginaire qui est développé dans ces séries-là, du coup le cliffhanger et d'autres peut être en tout cas d'autant plus incroyable. On peut faire venir quelque chose de n'importe où, utiliser de la magie, de la technologie, quelque chose de très surprenant, voilà. Mais effectivement, on a à peu près toutes les séries aujourd'hui usent, ou en tout cas ont usé de cliffhanger. J'ai presque envie de dire qu'il y a même des séries qui se sont montées sur le concept de cliffhanger. Je pense à Breaking Bad par exemple, où on est quasiment sur une série de concept cliffhanger où chaque épisode te laisse, répondre au cliffhanger. 24 aussi est beaucoup monté sur ce truc de effectivement te laisser sur quelque chose de très surprenant à chaque fois dans le contexte de la série. Mais même des séries comme Friends du coup ont usé de cliffhanger. Beaucoup trop usé d'ailleurs.
sur le pull au vert rouge. On ne va pas spoiler, mais c'est un des rares défauts que je trouve à cette série. C'est beaucoup trop long, les gars. Dites-nous. Une blague un peu trop longue. Mais en tout cas, effectivement, la série, du coup, pour ce qui nous intéresse, SF et fantastique, reste, je trouve, un terreau très fertile pour justement l'utilisation de cliffhangers qui sont intelligents et qui sont d'autant plus surprenants que, du coup, la matière et l'imaginaire qui est déployé dans ces séries-là est propice à imaginer des choses qui développent la mythologie ou qui emmènent la série justement vers une exploration d'une partie inexplorée, quoi. Donc voilà, c'était le cliffhanger, cette petite pirouette scénaristique qui permet de relancer l'intérêt ou de laisser le spectateur sur sa fin pour le faire un petit peu travailler jusqu'à l'épisode d'après ou la saison suivante, puisque quand même on le rappelle, avant Netflix, il fallait souvent attendre une semaine avant de regarder un épisode, donc ça permettait aussi de théoriser follement sur nos séries préférées, et le cliffhanger nous aidait bien à ça. Tout à fait. Break, t'as un exemple de cliffhanger qui t'a marqué ? Oui, déjà je pense qu'il y en aurait 45 dans Lost au moins, hein, oui. Presque chaque épisode et les fins de saison, des cliffhangers complètement fous. Enfin, moi je pense que c'est mes préférés, hein, en termes de série. On en avait parlé de la fin de la saison 1, non, il me semble. Début de la saison 2, plus exactement. Ouais. Dans un cliffhanger. La fin de la saison 1 avec le tunnel. C'est toutes les fins de saison. Alors le cliffhanger, c'est la fin de la... Enfin, quelque part, je trouve pour le coup que la fin de la saison 1 n'est pas spécialement un cliffhanger, parce que si je me souviens bien, finalement, on voit rien. Ouais, mais justement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Oui. Il descend comme ça, et puis alors pour le coup, je suis plus adepte du cliffhanger qui te laisse sur quelque chose d'un petit peu explicite, mais où on t'explique rien. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, je suis pas d'accord avec toi. C'est exactement ça. On sait maintenant que la trappe, il y a un truc. Ouais. Mais on sait pas ce qu'il y a au fond du truc, et c'est incroyable. Puis il y a une caméra, donc il y a un œil quelque part qui les regarde d'en bas. Non, c'est incroyable. Excuse-moi, Briac, on t'a coupé. Et donc Lost, il y en a des tonnes. Mais alors un qui m'a vraiment marqué, parce qu'il m'a fait regarder une série, et qui par contre c'est pas un exemple de série fantastique ou SF, mais c'est celui de la fin de pilote de The Shield, qui est une série, j'avais regardé l'épisode 1, ouais. Je l'ai vu il y a pas longtemps aussi, sur tes conseils. Ouais. Et vraiment, excuse-moi, je te coupe encore. Ouais. Vas-y. Explique. Bon, en tout cas, moi c'était le début de la fin. Le premier épisode, j'étais ok, je me dis ok, ça a l'air pas mal, il y a des choses intéressantes, pourquoi pas, on va voir où ça va. J'avais des petits problèmes avec le héros, parce que donc c'est un personnage de flic ripou, et on nous montre un peu comme si ses méthodes étaient un petit peu les bonnes. Parfois, ce que la série va pas mal changer après, ça devient beaucoup plus ambigu. Mais par contre, moi, la fin du premier m'a complètement surpris, et vraiment c'est sur ça que la série a été vendue, parce que dans le bouquin de Alan Sepinwall, qui est un gros critique américain de série, il explique que ils étaient, je sais plus exactement, une convention ou quelque chose, quand le pilote est tombé, ils pouvaient le regarder, et tous les critiques le regardaient dans leur chambre d'hôtel, et c'est putain, t'as vu celui de Shield, mais c'est un truc de dingue et tout. Et donc voilà, je ne vais pas le dévoiler, mais ça, c'est le genre de cliffhanger qui vous fait regarder la série après. Et y en a, moi c'est une des rares fois où vraiment, je l'ai vu vraiment il y a un mois cet épisode. Alors j'ai pas trop continué derrière, j'ai vu à peu près la saison 1. Mais alors vraiment, tu t'as vu The Shield, Guillaume ? Non. Alors vraiment, je te mets au défi. Moi vraiment, j'étais sur mon canapé, j'ai fait non. Mais attends, et j'ai regardé l'épisode derrière, je ne pouvais pas. Parce que c'est tellement inattendu que vraiment, c'est absolument... vraiment, regardez. J'ai pas adoré la série, j'ai pas mal de réserves sur Vic Mackey notamment. Mais bon, continue après la première. Bref, on va pas parler de ça maintenant, mais c'est vrai qu'au-delà de du coup ce qu'on a pu évoquer de la diffusion et tout ça, c'est aussi effectivement une arme au service des showrunners, des scénaristes qui du coup utilisent ça parfois pour essayer de relancer une série ou il y a des séries comme ça qui se terminent sur un cliffhanger et puis qui sont annulées derrière. On se dit ils ont essayé quoi, mais effectivement, j'ai un exemple de cliffhanger qui m'a traumatisé étant plus jeune. C'est une série qui est pas du tout restée dans la postérité, c'est John Doe. Ah oui. Tu vois la série ? Je vois. Tu l'as regardée ? Je l'ai pas regardée, non. Alors John Doe, c'est une série, si vous connaissez pas, c'est une série qui est de l'époque Charmed, The Sentinel, Le Caméléon, tout ça. C'est cette période-là, mais moins connue. C'est une saison avec Dominique Purcell qu'on a retrouvé dans Prison Break. Donc ça est sorti, mais je connais déjà et j'ai beaucoup de haine envers Dominique Purcell, notamment pour ça. John Doe, c'est l'histoire d'un homme qu'on retrouve sur une île, je crois de mémoire, et qui sait tout. Il sait tout. Il a lu tous les livres, il a lu tout là, mais on ne sait pas pourquoi. Et il a perdu la mémoire. Il voit tout en noir et blanc, sauf certaines choses qu'il voit en couleur. C'est ce qui donne parfois un intérêt. C'est pas une grande série, mais moi, la série date de 2002 ou 2003, je sais plus. Donc j'étais jeune, et c'est une des premières séries que je vois. Et je
peut-être que j'ai découvert le cliffhanger avec ça, parce que vraiment, et moi j'étais fan, c'est vraiment exactement le genre de sujet que j'aime bien, genre il a un peu des super pouvoirs, mais ça a aussi des mauvais côtés, etc. Fin de la saison 1, du coup, avant-dernier épisode, moi j'étais devant ma petite télé, j'avais mon télé 7 jours, et le télé 7 jours disait que c'était le dernier épisode, et il y a un cliffhanger. Alors est-ce que je le spoil? Je sais pas, mais en fait, vraiment, c'est le plus pur exemple, c'est un cas d'école aussi. Si tu veux montrer clairement, tu peux spoiler John Doe, les gens s'en remettront, et c'est exactement le principe du cliffhanger, et il n'y a pas de dernier épisode. Il n'y a pas de dernier épisode. C'est-à-dire que c'est un épisode normal, quoi. Je sais pas. En fait, ils voulaient faire un peu aussi la même histoire. Ils voulaient faire un film, ils savaient pas, blablabla. Ils ont fait ça avec le Caméléon également. Finalement, ils ont rien fait parce que la série marchait pas. Et voilà. Il n'y a jamais eu de fin. Il y a eu quelques téléfilms Caméléon, hein, mais je crois que ça ne concluait ça jamais. Ne conclut pas en tout cas. l'histoire. Ça ne conclut pas l'histoire de Jarod qu'on embrasse. On en parlera un jour de cette série, quand même. Oui. Tu nous feras un rétro spoiler, Briac, sur le Caméléon. Il faut exorciser le Caméléon. Et vraiment, c'est très intéressant parce que moi, ça a vraiment eu cet effet-là que tu as décrit, quoi. Vraiment, mais putain, mais moi je veux ça. Mais comment vous pouvez pas me laisser là-dessus? Ça fait 20 ans qu'ils m'ont laissé là-dessus. Je pense que c'est la technique qu'ils avaient fait en fait sur Twin Peaks à la fin de la saison 2. Ils savaient qu'ils allaient probablement être annulés. Donc ils se sont dit, on met un max. Donc la fin de saison 2 de Twin Peaks, je vous la spoile pas, mais il y a genre 7 cliffhangers, quoi. Enfin, toutes les histoires se finissent avec un cliffhanger. Et l'idée, c'était, si on fait ça, ils sont presque obligés de nous renouveler, quoi, parce que là, les gens en voudront trop. Ça n'a pas marché. Et je pense que John Doe, ça doit être un petit peu ce raisonnement-là aussi, où on a peut-être prévenu les scénaristes, genre en mode, bon, on va peut-être pas vous donner de nouvelle saison. Ils se sont dit, merde, on met un truc pour qu'ils aient envie, puis ça fonctionne pas, quoi. Il y a eu ça sur The OA récemment, également. Oui, oui. C'est vrai qu'on en parle. On sent la rancœur. Non, je fais partie toujours de ces gens qui pensent, qui espèrent en tout cas que tout cela n'est qu'une mascarade et que la série reviendra sous une autre forme. Mais effectivement, oui, The OA nous laisse sur un cliffhanger assez, incroyable. Ouais. Je n'ai pas regardé cette série. Alors, par contre, j'ai vu, très mauvaise transition, parce que je n'ai pas vu non plus Jean de Cincinnati. Jean de Cincinnati. Qu'on va dire en anglais. Venant de. Bon, bref. Tu vas nous donner un exemple. Tu nous as parlé de David Milch, mais là, tu vas nous montrer son œuvre. Sa série, sa dernière. Non, c'est 2007, c'est ça avant-dernière, du coup, Locke est venu après. John from Cincinnati, une folle histoire de fin du monde et de surfeur, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Alors, ouais, on va expliquer ça un peu. Alors, déjà, on le mettra peut-être dans les commentaires sur Facebook ou sur Twitter, je sais pas, mais regardez le générique de cette série, qui est un de mes génériques préférés d'HBO. Vraiment très très joli générique. Alors, pour parler un peu de John from Cincinnati, il faut se mettre faut se retourner à la réunion où on a proposé le projet à David Milch. Donc imaginez, David Milch, on vient de lui annuler des dudes. Et il raconte les mecs d'HBO qui arrivent, alors bon, on a annulé, mais franchement, qu'est-ce que c'était bien, on t'adore, on va faire d'autres trucs avec toi et tout. Et il dit, ouais, d'accord, ça marche, bon, voilà. Et ils disent, qu'est-ce que tu dirais de faire un truc sur les surfeurs? Parce qu'on sait que ça plaît bien, c'est à la part d'audience qui nous intéresse. Et Milch, il dit, je déteste le sable, je déteste la mer et je déteste nager. Du coup, j'ai dit, ok. Parce que son argument, lui, c'est que le thème qui l'intéresse, donc je vous parlais plus tôt, l'unicité des êtres, l'idée d'un espèce d'être commun à toute l'humanité, etc., qu'on appelle non-dualité ou monisme, en fonction de qu'on soit en Orient, en Occident. Bref, il se dit, si je suis pas un arnaqueur et si je suis quelqu'un qui y croit vraiment, je dois pouvoir le retrouver n'importe où. Donc, je dois pouvoir le trouver dans ce sujet qui ne m'intéresse pas non plus et je dois pouvoir en faire quelque chose. Et il dit au mec d'HBO, d'accord, très bien. Par contre, permettez-moi de jouer un petit peu avec. Est-ce que ça pourrait être intéressant qu'on mêle cette série avec l'idée que Dieu envoie quelqu'un après le 11 septembre pour guider l'humanité? Et les mecs du HBO font « Oui, ok, mais il y aura du surf quand même. » Ouais, il y aura du surf. Et donc, c'est l'idée de base de John from Cincinnati. Alors, en fait, pour vouloir faire un peu plus en détail, c'est que David Milch, il pense que à l'époque, donc on est en 2007, lui, ce qu'il avait peur, c'est que le 11 septembre autorise les États-Unis à faire un génocide des populations arabes. Et son truc, en fait, c'était dans la relation à la télévision. Il pensait que le problème, c'est que la télévision légitimait ce genre de violence. En fait, alors pour lui, l'idée, c'était quand on regardait, par exemple, les images du 11 septembre, au bout d'un moment, on se dit « J'en ai marre de voir ça, je veux voir autre chose ».
Et ce que te propose le gouvernement des États-Unis, c'est ah bah tiens, on va te proposer la guerre en Irak. Là, on va y aller, on va enlever un dictateur, on va faire tomber les trucs et tu auras ton nouveau feuilleton. Et lui, il trouvait que la civilisation américaine devenait un feuilleton et légitimait toute cette violence et allait peut-être aller plus loin de la même manière qu'on avait pu aller avec les Indiens, ce dont il parlait dans Deadwood. Et c'est un thème qui l'intéresse beaucoup et qui le passionne. Et son idée, c'était et si cet esprit, donc qu'on peut appeler Dieu ou pas, se manifestait, décidait d'envoyer quelqu'un en se disant non, faut les arrêter, faut faire quelque chose. Et ce que ferait cet esprit, c'est de retourner vers ce qui permet d'organiser une société. Et pour Milch, ce qui permet d'organiser une société, c'est notre pouvoir de se mettre d'accord sur, cet élément signifie ça, c'est le symbole, le langage, etc. Et donc de revenir et d'utiliser les symboles pour contrer ce problème-là. Et il dit par contre, ce serait intéressant si cet esprit venait voir, alors je vais garder l'expression ici, je crois qu'il nous dit... Dans les feuilles derrière. Alors, je sors mon truc. The stupidest fucking people in America. Et donc, les surfeurs. Et donc, c'est le début de la série. Alors, pour vous raconter vraiment l'intrigue en elle-même, on suit une famille, même une dynastie de surfeurs, avec le patriarche qui s'appelle Mitch Yost, qui est joué par Bruce Greenwood, qui a fait pas mal de choses, mais là, je n'ai pas d'exemple. Le capitaine Pike dans les Star Trek de J.J. Abrams, voilà, référence, qui donc lui est à la retraite depuis une blessure et qui a du mal à faire du surf ou alors le fait un peu en privé parce qu'il sent qu'il est plus au niveau. Gros second couteau. Voilà, c'est un second couteau qu'on voit un peu partout mais qui n'a jamais un gros rôle. Avec sa femme Sissi, ils tiennent une boutique de surf. Alors ils s'engueulent toujours parce que Sissi, on comprend dans la série, mais elle a des problèmes aussi, elle a vécu des choses assez compliquées. Ils ont un fils qui s'appelle Butchie, qui lui était très prometteur, mais qui est tombé dans la drogue, donc un vrai junkie au moment où la série commence. Mm-hmm. Par contre, le fils de Butchie, qu'il a eu avec son ex qui était actrice porno, qui s'appelle Sean, lui est un vrai prodige, vraiment un génie du surf, et beaucoup de choses tournent autour de lui. Hein. On suit sa famille qui l'encourage. Tout le monde en gros, on est dans une petite communauté passionnée par le surf, et tout le monde est fasciné par ce que va être capable de faire ce jeune homme. Et autour d'eux, on a tout un ensemble de personnages excentriques. Alors, on a un mafieux hawaïen qui a son espèce d'assistant complètement débile qui s'appelle Palaka. On a un propriétaire d'un motel miteux joué par Luis Guzman. Un certain nombre de personnages très sympas, dont mon préféré qui est joué par... alors, je ne sais plus le nom de cet acteur. Je crois que c'est Ed O'Neill, le mec qui était dans... Marié, 2 enfants, non. Ouais. Dans Family, Nana. Love and Marriage, non, je ne sais plus. Oui, dans Modern Family, oui, c'est ça. Aussi, et qui est excellent et qui joue le personnage de Bill, qui est un ancien flic qui a perdu sa femme. Et en fait, elle est morte donc, d'une longue maladie. Elle avait son lit à l'étage de sa maison. Et en fait, il n'arrive plus à monter l'escalier. Genre, il est obligé de rester en dessous parce qu'il n'arrive pas à monter à l'endroit où est morte sa femme. Et en fait, il a un perroquet. Et il parle tout le temps à son perroquet. Genre, il est tout seul et son truc, c'est de parler à son perroquet tout le temps. Il parlait souvent aux objets et tout, et en fait il se trouve que ce perroquet, vous allez voir ou pas, a peut-être des pouvoirs. Et surtout, au moment où commence la série, on est sur la plage, le papa est en train de s'entraîner à faire du surf, et arrive un personnage mystérieux, qui est un mec qui a une tête qui a l'air sympa, qui a genre d'avoir 30 ans, qui s'appelle John, qui dit qu'il vient de Cincinnati. Et en fait la particularité de John, c'est qu'il ne peut pas parler autrement qu'avec des phrases qu'on lui a déjà dit. Il est obligé, en fait, les personnages vont lui dire des choses au fur et à mesure de la série, et lui va communiquer en prenant des bouts de ce qu'on lui raconte. Donc il n'a jamais une phrase originale, à part la première, qui est « la fin est proche ». Et ensuite, la série va commencer, et juste après l'avoir rencontré, le père, il pense que c'est un taré qui vient le voir, comme ça. Le père arrive près de sa voiture, commence à se laver, enlever l'eau de mer, et d'un coup, il se rend compte qu'il est en train de léviter, genre à 30 cm au-dessus du sol. Le père ? Ouais. Et à partir de là, un certain nombre d'événements, et donc la série commence. Je ne vais pas trop vous dévoiler ça, mais il y a un début assez énigmatique. Un cliffhanger finalement. Non, oui. Combien de spoilers ? Allez, combo. Et alors, donc c'est une série très 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 spéciale, qui est pas non plus sans défaut. Hein. Il y a peu d'œuvres de toute façon qui sont sans défaut. Moi, les petites choses que je pourrais reprocher, c'est au niveau des acteurs. On a des acteurs géniaux, et à côté, on a des acteurs qui ne sont pas professionnels. Chez les surfeurs, donc chez le jeune fils par exemple, qui était un vrai jeune surfeur. Qui, moi, je trouve, joue comme un pied. Mais après, pour un jeune surfeur de 12 ans, c'est peut-être réaliste, hein, je sais pas, d'avoir l'air aussi couillon. Ça, c'est peut-être le problème. Et ensuite, la série a un rythme un petit peu bâtard, mais ça, c'était la même chose dans la première saison de Deadwood. Il n'y a pas une montée, en fait. C'est des à-coups. La série fonctionne par scène un petit peu très impressionnante, puis on repart sur autre chose. Il y a pas, à part le dernier épisode, on ne monte pas vraiment vers quelque chose. C'est un ensemble d'ambiance, d'éléments. Donc, ça peut être un peu spécial à regarder sur ce point-là.
Mais il y a aussi des moments absolument incroyables. Il y a un espèce de sermon sur la montagne de John où il va parler à tous les personnages qui vont être dans un état de transe en leur annonçant des choses qui vont se passer dans la série, comme une espèce de message à décoder qui est extrêmement puissant et extrêmement fort, qui fait d'ailleurs penser un peu à la séquence de la Chambre Rouge dans Twin Peaks. C'est un peu le même genre d'élément à décoder. On y revient. Et c'est une série qui a été, donc malheureusement, comme j'en ai déjà parlé, annulée au bout d'une seule saison. Même si on a quand même un truc assez drôle où dans la toute fin du dernier épisode, il y a John qui commence à te raconter ce qui pourrait se passer dans la saison 2, donc ça t'adoucit un petit peu la conclusion, sans doute parce qu'elle était peut-être trop étrange même pour HBO. Alors Milch lui dit qu'il pense que c'est HBO qui a vu qu'il avait complètement détourné leur idée de série sur les surfeurs et qui a dit oula, on va s'arrêter là. Moi je pense que c'est juste qu'une série qui est anti-commerciale dans le sens où toutes les œuvres, donc de toute façon qu'on voit à la télévision, sont commerciales. Le but c'est de faire de l'argent, c'est de payer les gens, mais anti-commerciale dans le sens où elle est invendable cette série. Elle ne ressemble à rien d'autre. C'est pas un genre, ça mélange tellement de choses, de styles, de rythmes que tu pouvais même. Enfin, c'est un miracle qu'on ait eu 10 épisodes. C'est pas une série à prestige comme HBO était en train de développer sa marque autour de ça, Les Sopranos, Dose, The Wire. C'est pas du tout ce genre de série, c'est complètement fou. Et il faut se dire que la seule série fantastique qu'avait fait HBO à l'époque, c'était Carnival. Et on était encore 5 ans avant Game of Thrones. Donc c'était encore très spécial pour eux. D'autant que Milch, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui est complètement incontrôlable, qui improvise sa série. Et là, c'était encore le cas sur John from Cincinnati, au point que l'acteur qui joue John disait je pense que David, il est fou. Hein. Je pense qu'il est cliniquement fou. Il disait qu'ils avaient le credo des alcooliques anonymes sur le tournage. Il disait c'est à chaque jour suffit sa peine. Genre, on verra ce qui se passe aujourd'hui, on se prend pas la tête, on verra ce qu'il invente. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Milch, il a un intérêt à faire croire qu'il est fou et à improviser, c'est que du coup personne ne lit ses scénarios, donc personne ne peut lui dire non, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que là il garde un contrôle total sur ce qui se passe, et donc quand c'est tourné quoi. Alors, ils peuvent toujours couper quelque chose, mais à un moment il faudra laisser ce qu'il a voulu faire. Donc c'était aussi sa technique pour garder le contrôle sur sa série. Mais la vraie malédiction de la série, c'est la date de diffusion de son pilote, parce qu'elle est diffusée juste après la fin des Sopranos. Voilà, c'était l'épisode passé après la fin des Sopranos. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va pas spoiler, mais quand tu finis les Sopranos et qu'après tu enchaînes sur ça, le décalage devait être très gros. C'est pas. J'ai fait une dépression. Voilà, donc les gens n'étaient. Ah non, c'est vrai. Les gens n'étaient pas prêts. Et... J'ai pas pu regarder. Je ne mens pas. Ah non. C'était vraiment pas la. Souffler du nez. Je n'accepte pas. C'était vraiment pas la série à proposer pour prendre la relève des Sopranos, quoi. C'était pas du tout le but. Ça faisait un peu contre-pied quand même, je pense. Tu vois, bêtement, je fais lien avec Game of Thrones, c'est Tchernobyl, tu vois. C'est ça, mais du coup, on propose autre chose, on part sur autre la chose. série, elle a perdu tout le monde, et donc les gens n'ont pas du tout accroché. Et pas d'acteurs, tu vois, j'ai le casting sous les yeux, d'avoir leur visage. Il y a Luc Perry aussi, il y a Luc Perry, oui, c'est vrai. Qui nous a quittés récemment. Qui est bien. Louis Guzman, enfin, il y a beaucoup de second c'est ça, c'est des second couteaux. Pas de second rôle, de second couteau, c'est un truc plus précis. Il y a Willie Garson, ça ne vous évoque rien, mais si je vous dis peut-être, si vous connaissez, dans Sex and the City, le meilleur ami gay de Carrie, son nom m'échappe à l'instant, mais tu connais tous ces visages, tu vois. C'est ça. C'est souvent des gens avec qui il a travaillé, parce j'aurais pas mis, à part Luc Perry, j'aurais pas mis un nom. Louis Guzman peut-être, mais les autres, tu vois, c'est que des visages que tu connais mais que tu mets pas, et c'est pas vendable, quoi. C'est ça. Surtout l'étranger. C'est très compliqué à vendre. Quelle chaîne française tu veux mettre ça? Je sais en pas. 2007. Je sais même pas si c'est peut-être passé en France, mais ah ouais, je ne sais pas du tout. Quelle chaîne va mettre ça? Mais en tout cas, voilà, c'est une série, c'est vraiment du jamais vu. Moi, c'est un chef-d'œuvre imparfait, mais ça reste un chef-d'œuvre, vraiment quelque chose à avoir vu. Et c'est une des séries, en fait, étrangement les plus proches de Twin Peaks, mais pas du tout dans le côté référence ou ambiance. Mais en fait, c'est une série qui fonctionne vraiment, pour ceux qui ont vu les premières saisons de Twin Peaks, de la même manière au niveau narratif. C'est très très proche. Et ça peut s'expliquer peut-être par le fait que David Milch, il a commencé sur les Suite Blues comme Mark Frost de Twin Peaks avait commencé. Il n'y a pas vraiment de série qu'on pourrait comparer. Justement, sur Allociné, il y a une catégorie séries similaires. Alors vraiment, j'allais faire des propositions. Ah, vas-y. Si tu veux les bonnes. Deux choses. Déjà, il y a ce qui est très étrange, c'est que le comportement de John, avec ce côté capable seulement de répéter des choses qu'on lui a dit, fait énormément penser à ce qu'on a eu dans la saison 3 de Twin Peaks, parce qu'on a un personnage, je ne vais pas spoiler, mais qui s'appelle Doogie, qui ne peut parler que comme ça. C'est même un élément très important de la saison. Et moi, je me souviens quand la saison est passée, j'étais vraiment putain, mais c'est John from Cincinnati, c'est dingue. Et j'ai des choses comme ça dans ma vie. Par contre, une série qui ressemble en étant quand même très différente, mais qui a un petit quelque chose de John from Cincinnati, peut-être le fait que ça se passe en Californie, qu'il y a des petits éléments un petit peu fantastiques, etc. C'est une série qui s'appelle Lodge 49,
qui a été diffusée par AMC, qui vient d'être annulée, malheureusement, au bout de la 2e saison. La première saison est sur Amazon Prime, je crois, en France. Et c'est une série très, très, très sympa, et avec un héros surfeur également. le nom Lodge 49. Et qui est un espèce de mélange étrange entre The Big Lebowski et un livre de Thomas Pynchon. Et c'est une très bonne série. Pas aussi bien que John from Cincinnati, mais très bien. Et peut-être ce qui s'en approche le plus, tout en étant quand même très, très différent. Donc je vous conseille très fortement John from Cincinnati. Ça se trouve assez facilement en DVD, sinon c'est sur OCS en France. Très bien, merci OCS qui a quand même tout HBO, hein, on l'oublie, mais clair. Le catalogue est quand même pas dégueu. Est-ce que même si c'est inclassable, on peut quand même dire que c'est plus proche d'une comédie, d'un drame, c'est quoi un peu, est-ce que faut s'attendre un petit peu à bader dans cette série ou plutôt à rire un peu, un peu tout en même temps peut-être? Alors je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une comédie, mais oui, c'est quand même plus léger que peut-être d'autres séries d'HBO. Il y a 2-3 moments un peu durs, il y a des choses, mais c'est pas une série qui va forcément déprimer. Moi, quand tu la racontes, ça me fait... Alors, c'est bête parce que je pense qu'il n'y a pas trop de lien, c'est The Leftovers. Tu vois, sur le côté fin du monde, sur le côté paumé, sur le côté décalé un petit peu aussi. C'est ça. Mais alors, pas dans l'humour, hein, c'est parce que très peu d'humour dans Leftovers. Beaucoup moins sombre que The Leftovers. Il y a un petit... Dans la folie, en tout cas, des deux séries, on retrouve quelque chose en commun. Il y a un côté un peu, on ose tout et une espèce de fantastique sans... comment dire, sans code particulier. C'est du fantastique, c'est pas du fantastique avec des fantômes, des vampires ou des... C'est l'étrange. Voilà, il y a quelque chose il y a autre chose qui se passe. Et il peut y avoir un point commun là-dessus, effectivement. Merci. Moi, ça me fait penser un petit peu, alors je suis en train de regarder vite fait si chronologiquement on y serait, mais alors pas dans le... On y est presque à 2 ans près, mais pas dans le délire, mais dans le test que HBO peut faire de certaines choses, de Bow to Death. Je sais pas si vous voyez cette série. Si, ouais. On est pareil dans un truc un peu qui est ni drôle ni triste, une espèce dramédie. Ouais, voilà, une espèce d'exploration un petit peu très étrange et très particulière d'un thème, on va dire, mais sans être vraiment dans cette case. Et peut-être qu'HBO à cette période-là effectivement testé des choses, ce serait intéressant. C'est un peu, encore une fois, moi je reviens toujours à ça, mais c'est un peu un des héritages de Twin Peaks aussi, d'avoir été une série qui changeait de tonalité et de genre. D'une scène à l'autre, voire même à l'intérieur d'une scène, quelque chose qu'on voyait quand même assez peu jusque-là à la télévision américaine. Bien, merci pour cette présentation de John from Cincinnati. On va passer, on s'approche doucement de la fin de cet épisode, mais avant, on va passer à un moment où j'aime beaucoup personnellement. J'aime beaucoup le reste, attention, hein. C'est pas ce que je veux dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'aime beaucoup l'instant spoiler, puisque voilà, alerte, nous allons vous spoiler une série. Quelle série, Guillaume ? Eh bien, nous allons vous parler de Fringe aujourd'hui dans cet épisode. On vous a parlé de Lost la dernière fois. Les gens quittent la pièce dans laquelle on est littéralement. La personne qui nous héberge du coup s'enfuit pour ne pas être spoilé. C'est que le concept fonctionne. Donc Fringe, effectivement, on avait parlé de Lost la dernière fois. Ça semblait assez logique de parler de Fringe d'une certaine manière. Et puis parce que aussi à la base, moi je voulais spoiler Battlestar Galactica, mais que après une petite réunion express en interne, on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Mais vous y aurez droit, je pense, à l'occasion. Quand j'aurai tout vu. Voilà, exactement. Quand Briac m'aura passé les Blu-ray. Allez, on y va, on enchaîne. Donc Fringe, on est en 2008 et du coup on est en pleine success story de Lost. J.J. Abrams avec sa société de production Bad Robots lance plein de séries dont Fringe sur la Fox avec du coup à la barre Alex Kurtzman et Roberto Orci, deux compères avec qui il a déjà collaboré sur Alias et qui seront ensuite sur l'émission Impossible, son Mission Impossible 3 au cinéma et son Star Trek. Donc des gens de confiance, son cercle proche à ce bon JJ. Qu'est-ce que ça raconte Fringe ? Ça raconte effectivement l'histoire d'une division du FBI qui enquête sur des affaires étranges impliquant, et donc on pourra répondre comme ça à la question que tu posais au début de l'épisode, effectivement qui donc implique des fringe science ou donc on pourrait traduire par science marginale. Donc tout ce qui va être manipulation génétique, ésotérisme, folklore, etc., etc., tout ce qui est un petit peu en marge de, on va dire, ce qui est communément admis par la science aujourd'hui. Du coup, on retrouve dans la série, comme ça, quand on la regarde un peu, quand on la survole, un peu le trope qui est canonisé maintenant depuis quelques années par X-Files, avec l'agent du FBI dans un univers un petit peu étrange, qui est aidé par des gens. Là, en l'occurrence, par un scientifique
un petit peu fou et son fils. Bon voilà, c'est un procédé, c'est un procédé, on va dire, qui commence à être connu à l'époque, et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu pas très original dans cette manière de présenter la série au début quand on la voit débarquer, et puis on voit aussi assez vite que ça va être un procédural, comme on en a beaucoup à l'époque, c'est-à-dire que chaque épisode va se concentrer sur une affaire en particulier à résoudre avec du coup un point A, et puis à la fin de l'épisode un point B, et on passe à autre chose. C'est un schéma qui est assez narratif dans les années 2010, on est en plein âge d'or de CSI, les experts, où on est vraiment dans cette série, cette foisonnement de séries policières, et puis ça existe déjà depuis un moment, mais on est vraiment sur ces thématiques-là, sur cette manière de faire des séries à ce moment-là, parce que aussi tout simplement c'est rassurant pour les networks qui du coup peuvent ainsi produire des séries dont les épisodes peuvent être très indépendants et très, j'imagine, du coup stoppables à tout moment, là où effectivement se lancer sur une série feuilletonnante sur plusieurs saisons, ça peut faire un petit peu peur. Tu peux rediffuser très facilement aussi. C'est ça qui les intéresse, qu'après tu les revends aux chaînes locales, et c'est ça qui fait de l'argent avec une série. Ouais, tout à fait. Qu'ils le diffusent d'ailleurs dans le désordre. Merci TF1. Donc du coup, Fringe s'insère, on va dire, et dès le début, la promotion de cette série-là dans ce contexte. Mais malgré tout, les showrunners, on sent qu'ils veulent utiliser un peu le procédural comme un cheval de Troie pour pousser la série dans le feuilletonnant, puisque au-delà du coup de leur pédigré, j'ai envie de dire, ou clairement dans leur ADN, on voit qu'ils aiment ça. Alias en était bien la preuve. En fait, il y a un fil rouge qui se dégage de ces épisodes qui sont censés être autonomes et qui sont finalement reliés par des personnages, des organisations, et donc dont on va effectivement, à la fin de la saison 1, découvrir le climax dans les dernières minutes de l'épisode final, que je m'apprête à vous spoiler. Alerte. Alerte spoiler. Donc on retrouve l'agent Dunham, l'héroïne de la série. Incarné par... j'ai eu le nom. Anna Torv. Pardon ? Anna Torv, ouais. Anna quoi ? Anna Torv. Anna Torv. Pardon, oui, attends, moi. Qu'on retrouve, si je ne m'abuse, dans Mindhunter. Tout à fait. En ce moment. L'agent Dunham, Olivia de son petit nom, va enfin rencontrer le mystérieux William Bell, un génial mais mystérieux dirigeant d'une société qui s'appelle MySafe Dynamics, qu'on a du coup appris à entrevoir au fur et à mesure de la saison, et dont effectivement le nombre d'affaires traitées semble converger. Alors, on est du coup dans un ascenseur. On suit le personnage d'Olivia qui est a priori en train de gravir les étages qui l'amènent au bureau de Belle. Et puis à un moment donné, il se passe un petit événement très rapide, un flash étrange qui lui donne une certaine vision, mais bon, ça passe très rapidement. Et puis on a un joli lens flare, signe qu'on est bien dans une série de J.J. Abrams. C'est si vrai. On se rapproche tout doucement de la fin de l'épisode. On se demande vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc, à quelques minutes de cette fin, Dunham fait enfin la rencontre de Belle. Alors, première surprise, du coup, ce personnage est incarné déjà par Leonard Nimoy, tout en charme relativement lascif. Donc, effectivement, l'interprète classique de Spock. Et puis, première surprise, c'est qu'effectivement, le personnage on s'attend à voir un personnage assez dur, peut-être un petit peu menaçant, clairement nous apparaît comme une figure extrêmement charmante, avec un sourire à tomber, et puis vraiment une attitude très avenante. Première surprise. Et alors qu'elle lui pose la question effectivement de qui il est et de où elle est, à la première question, il peut répondre effectivement « Je suis William Bell ». Donc là déjà, on est effectivement un petit peu scotché. Enfin, la révélation arrive. Au moment de répondre à où elle se trouve, là c'est un petit peu plus compliqué. Il lui explique que ça va pas être si facile que ça de lui expliquer. Et à ce moment-là, la caméra du coup effectue un travelling arrière, sort doucement de la fenêtre du bureau pour montrer aux spectateurs quelque chose d'impossible, et à plus d'un titre. Il s'avère qu'en fait, l'agent Dunham se trouve en haut d'une des tours jumelles du World Trade Center, alors encore debout. On est plusieurs années après du coup le 11 septembre, donc visiblement il y a quelque chose qui ne va pas. Fringe vient tout simplement d'introduire un concept fondateur de la série, celui des univers parallèles. Et la saison 1 se clôt sur du coup ce cliffhanger incroyable qui, là où effectivement on nous
annoncer une série se basant sur des épisodes un peu indépendants, un petit peu mystérieux certes, mais voilà, là vient clairement nous balancer à la tronche tout un pan incroyable d'une mythologie qu'on a hâte de découvrir en saison 2. Qui pop, effectivement. Donc, ce que je disais, outre l'intensité de la rencontre avec William Bell qu'on attend quand même depuis quelques épisodes, l'excellente surprise qui est certes très geek, peut-être que ça n'a pas parlé au plus grand nombre, mais quand même Star Trek étant une série extrêmement populaire, je pense que les gens ont quand même tilté de voir Nimoy interpréter le rôle, et puis effectivement nous laisser sur un cliffhanger comme ça. L'attente de la saison 2 commence, et je pense que clairement, là, les showrunners ont gagné leur pari de nous laisser sur quelque chose qui va faire beaucoup de bruit dans la communauté, qui va, je pense, montrer aussi à la chaîne, à la Fox en l'occurrence, qu'il peut être intéressant de faire la suite, quoi. C'est un pari, je pense, de leur part, mais à mon avis, qui est réussi. Et moi, c'est là que je me suis mis à vraiment aimer la série. Ouais. C'est ça que j'aimais bien, mais c'est X-Files en fait. Et au début, tu vois pas trop l'intérêt, tu cherches ce que. On est loin d'X-Files en fait. Dans les, ça parle pas d'aliens, si j'ai pas de bêtises. Ouais, mais X-Files, ça parle pas que d'aliens. Non, mais. Les premiers épisodes, c'est X-Files. Si tu regardes un épisode d'X-Files, ça fonctionne exactement pareil. C'est même juste en termes on te suggère dans le premier, juste qu'il y a justement il y a un petit indice que ça va être un peu feuilletonnant sur un point où ils disent il y a un pattern, il y a un truc, on a repéré des événements qui sont liés. Ils entendent des trucs, mais cette saison 1, elle est impressionnante, je trouve, parce qu'entre le point A et le point B, enfin le point I, je ne sais pas quelle lettre c'est, mais il y a un chemin incroyable dans la série, quoi. On part c'est un avion, si pas de bêtises, le premier épisode. Le premier épisode, ouais, c'est un avion. Trouve, pour le coup, on parlait de bons pilotes. Alors, sans intérêt, il y a pas mal d'épisodes sans intérêt, on va pas se mentir. Un truc dans les égouts aussi, je me souviens. Je sais même pas si c'est la saison 1, mais par contre, tu finis, voilà, la progression, en termes d'écriture, je la trouve assez folle de tout ce qu'on arrive à faire en une saison, quoi. Ouais, puis au-delà de du coup pour ce que ça représente pour la série, cette ouverture, et puis effectivement elle se libère, la série, clairement, à travers cette scène, elle devient fringe, quoi. Et voilà, c'est ça. Et là où en effet il y avait quelque chose d'un petit peu plus convenu avant, mais je pense qu'en fait ça a été une manière pour les créateurs de la vendre dans un premier temps, et puis ensuite de dire en fait la vraie série qu'on veut faire, c'est ça. C'est pas ce qu'on vient de faire, mais maintenant qu'il y a des gens qui suivent, est-ce que on va par là. Je veux dire, d'un point de vue culturel presque, et je pense que peut-être on peut en parler, et il doit y avoir énormément de choses là-dessus, mais d'un point de vue culturel, du coup nous laisser sur cette image, nous en soi français, bon, effectivement on a vécu la tragédie du 11 septembre, ça nous parle, mais je pense que pour un public américain, finir sur une série qui te dit qu'il y a un univers dans lequel le 11 septembre n'est pas arrivé, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, la prise de position politique qu'il y a derrière ça, elle est assez incroyable. Ça parle de terrorisme, la série, parce qu'on comprend que les événements qui se passent dans la première saison, c'est des attentats terroristes, des gens de l'autre monde qui veulent se venger parce qu'on va comprendre que le monde des héros a joué un rôle dans les problèmes que connaît l'autre monde. Et je voulais juste revenir aussi sur le fait que c'est intéressant qu'il ait pris Nimoy, parce que dans Star Trek, on a l'univers miroir, donc un univers parallèle où il y a une version méchante des héros de Star Trek, dans laquelle, alors c'est une blague qui revient beaucoup sur Internet, mais en gros, Spock, il est méchant, il a un bouc. Donc il est méchant parce qu'il a un book, et il y a ça dans Community, il y a plein de vannes, des gens qui ont un book, effectivement, Darkest Timeline, et du coup il faut se mettre des books pour montrer que t'es la mauvaise version, mais je crois qu'il y avait un petit jeu intertextuel aussi avec Star Trek en allant chercher mais c'est un vrai rôle quand même, hein. William Bell, moi je me souviens, vraiment, comme tu dis, vraiment, est-ce qu'on le voit beaucoup? Je me souviens plus avant. C'est pas des flashs où genre on voit sa silhouette ou des trucs comme ça en saison 1? Ouais. Il me semble qu'on le voit pas. Je crois pas qu'on le voit avant. On le voit jamais. On voit Nina, si je me trompe pas, mais à mon avis ils devaient garder, à mon avis, avant de faire le dernier épisode, ils devaient pas savoir qui allait le jouer, et ils ont dû avoir plusieurs noms, et ils ont eu accepté. Ils étaient contents, et puis il est revenu, on le voit plusieurs vraiment, fois. Et pour ceux qui écoutent, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur cette partie, est-ce que ça vaut le coup de spoiler des trucs ou ça? Encore une fois, comme pour Lost, à limite, je pense que ça va donner envie aux gens de voir. La saison 1, ça ne vous gâche rien du tout. Vous avez William Bell, vous savez juste qui c'est, mais enfin non, même pas en fait. Vous savez, on n'a pas dit que c'était. Vous connaissez sa tête, quoi. Voilà, c'est tout. Ça vous gâche rien, et c'est le premier twist un peu fou. Il y en a plein d'autres. Moi, j'en ai un qui m'a marqué, une histoire de porte et d'enfants. Vraiment, la série se perd beaucoup plus. On pourrait faire une partie sur Fringe, où la série se perd complètement, mais c'est une série qui donne beaucoup aux spectateurs. C'est une série qui se fait pas désirer, qui donne beaucoup, et qui donne de l'intérêt par des constructions un peu parfois convenues, comme tu l'as dit, mais elle donne beaucoup aux spectateurs. C'est une série très agréable à regarder et qui a pas une notorieté, même aux États-Unis. C'est pas non plus. Ça faisait des. C'est pas du tout une référence, quoi. On dit. Auprès des gens qui aiment
aime un peu les séries, ça va. Mais oui, c'est pas au niveau du grand public. En fait, dans son domaine, j'ai l'impression que beaucoup ont fait mieux. En fait, la plupart ont fait mieux. Le problème aussi, enfin moi après ça dépend des gens, mais moi je suis vraiment pas fan de la dernière saison par exemple. Autant j'aime énormément la 3e, qui est vraiment un chef-d'œuvre, qui a une super fin, qui pouvait être la fin de la série et ça aurait été. Dans quoi, pardon, excuse-moi. La 3e saison, je trouve qu'elle est vraiment géniale de Fringe et la fin est géniale. La 4e avait plus de problèmes mais avec des belles choses, mais par contre la 5 c'est vraiment un gros problème. Pour la série quoi. Moi je mélange un peu les parties, mais une partie où Olivia elle est pas en dépression et tout là, ils m'ont complètement perdu. Enfin tu vois qu'en fait ils s'essayent quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'ils savent pas faire, et par contre quand ils savent le faire, je pense aux histoires de chapeau aussi que moi j'ai trouvé super bien, et pourtant ce genre de sujet c'est pas forcément ce qui arrive à m'attraper, mais là franchement j'ai passé un moment. Et puis du coup quand effectivement on aime les concepts un peu de science-fiction et tout ça, et c'est très généreux de ce point de vue là, c'est ça. Et les acteurs sont on ne peut pas ne pas développer une sympathie pour le personnage de Walter, qui est donc ce scientifique on en a parlé il y a pas longtemps d'ailleurs, qui est donc l'acteur c'est John Noble, effectivement. John Noble que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'avez pas vu Fringe, qui a joué Denethor, pardon, qui est l'intendant du Gondor, que j'ai revu et que j'adore, un de mes personnages préférés dans Le Seigneur des Anneaux, alors que ce n'est que Denethor, parce que l'acteur est incroyable. Et on en parlait l'autre fois parce que qu'est-ce qu'il a fait depuis? Rien du tout quoi. Enfin il a dû faire des seconds, des troisièmes rôles. Et l'acteur est super bon. Là où Joshua Jackson, on va pas se mentir, son fils Peter, il est là. Si vous ne connaissez pas, c'est Pacey dans Dawson. Voilà, il est pas incroyable. Là où Anna Torv est très très bien. Là où les seconds rôles peuvent remonter, là Peter, je suis pas sûr quoi. Mais en tout cas voilà, regardez cette série. Ouais, je pense que c'est une série qui est encore aujourd'hui assez agréable à regarder, et encore une fois elle est très généreuse, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Si vous y arrivez, arrêtez-vous à la saison 3, ça sera très dur de s'arrêter là, mais ça vaut mieux peut-être. Non. La 4... N'écoutez pas Briac qui dit ça. Tu l'as même pas vu la 3, c'est moi qui l'avais raconté. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alors là, je vais m'énerver. C'est ça. Je voulais t'en arriver. Je parle loin du micro avec ma gueule dans la caisse. Briac Picarelec. Et je ne développerai pas. C'est juste pour montrer à quel point c'est une odieuse personne. M'a dit non, Matrix, regarde que le premier, les deux autres. Non, regarde, hop là. Voilà. Et à cause de lui, pendant 10 ans, je n'ai pas regardé le 2 et le 3, alors que ce sont des chefs-d'œuvre du cinéma. À cause de lui qui m'a spoilé Twin Peaks, qui m'a spoilé Les Sopranos. Alors. Choisissez votre camp. Moralité, écoutez les conseils spoilers, mais faites-vous votre propre avis quand même. Exactement. Regardez Fringe et faites confiance à Charles qui n'a pas vu la saison 4 et 5 de Fringe. Je fais pas confiance à ceux qui disent parce que eux ils ont pas aimé, ne regardez pas. Regardez, au pire vous allez perdre quelques heures de votre vie, mais vous serez fait votre propre avis. Voilà. Et ne prenez pas d'ailleurs le nôtre dans cette émission pour argent comptant. Alors là, et donnez-nous le vôtre, si vous avez vu Fringe. Si vous avez des cliffhangers qui vous ont marqué, n'hésitez pas. On a eu quelques réactions sur Facebook au dernier épisode, ça nous fait très plaisir. Et voilà. Et tout simplement, merci beaucoup pour vos retours. Et donnez-nous vos exemples de cliffhangers, de twists, de tout ça. Effectivement. Qui vous ont marqué. Qui vous ont marqué, ouais. Les amis, on arrive à la fin de cette émission. Tu ne sais pas pleurer, c'est pas. C'était pas vraiment. Avant de se quitter, petite précision, l'ami Briac Picarelec qui est, alors je vous l'ai dit, qui est une odieuse personne, mais qui est un excellent conférencier finalement, on peut le dire. Arrête. Tu as participé aux Journées Lost et les Journées The Leftovers récemment. Tout à fait. En deux mots, qu'est-ce que c'est voilà. Journées Lost Leftovers, c'est 2 journées organisées à l'université à Rennes 2 par le département anglais, en particulier par Delphine Lemonnier et par Sandrine Oriez, et donc ça a lieu tous les ans, et les plus grands spécialistes de séries en France à l'université, mais pas que, viennent et on parle de Lost pendant une journée et ensuite de Leftovers. On parlera probablement plus de Leftovers, parce que là on a fait un peu le tour, mais peut-être l'année prochaine ce sera The OA. On ne sait pas encore, ça peut changer. Mais voilà, c'est un événement annuel. J'ai voulu dire Watchmen aussi, peut-être, dans les tuyaux. Watchmen, on va voir. On va attendre de voir la fin. Mais, et toutes les vidéos des communications sont sur la chaîne YouTube de Guest Normandie. Donc Guest, c'est même pas Normandie, je crois, pour la chaîne YouTube, mais donc un groupe d'études universitaires sur les séries télé. Donc, on partagera où c'est partagé d'ailleurs, Guillaume, je sais pas. On le partagera bientôt, effectivement, sur les réseaux sociaux. On vous mettra le lien et vous pourrez admirer le bon Briac qui vous parlera de toutes ces petites séries. Et pas que. Et pas comme. C'est jeu de mots aujourd'hui. J'ai envie de dire. Ringard. Non, mais vraiment, pour le coup, il y a vraiment des références dans ça. Et voilà. Et on passe un merci à Delphine Lemonnier qui nous a beaucoup aidé à l'époque pour notre petit festival. Voilà, toujours remercier les gens qui nous ont soutenus. Tout comme
Pépé ici présent qui ne s'attendait pas, Oui. qui est à la bière. Tu peux crier dans le micro? Voilà, c'était ça. On le remercie puisqu'il nous accueille avec tout son petit setup podcast. On le remercie beaucoup. Merci à vous les gars pour cet épisode. Merci pour ces papiers. C'était formidable. Alors, on vous dit à bientôt. On peut pas vous donner plus d'informations que ça. De toute façon, il y aura forcément une suite parce que je pense qu'on apprécie tellement. On aime ça. On est mordu de série. C'est fantastique. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le petit lien du podcast. Voilà, si vous voulez nous soutenir. Et on vous dit à très vite. Salut. Salut.